Sud Radio 10h midi, débat. On est avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et nous sommes en direct en ce 11 novembre. Les courageux sont là. Kevin Bossuet, bonjour. Bonjour Valérie. Voilà, c'est férié à l'école, mais voilà. vous êtes un élève assidu. Professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Jean-Claude Beaujour. Vous êtes avocat, bonjour, vice-président de France-Amérique. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de l'excellente revue politique et parlementaire. Et non, mais c'est vrai que c'est passionnant. Le titre beaucoup. Peut paraître parfois revue politique et parlementaire. Il est très ancien surtout. Mais vous avez des contributeurs à chaque fois tout à fait variés et intéressants, et vous venez surtout de publier un excellent livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, aux éditions du CERF, et vous reviendrez nous en parler. Vous étiez chez André Berkoff il y a quelques jours. Comment sont morts les politiques, c'est tout à fait une question dont nous pourrions parler pendant des heures. Christine Bouillot, bonjour Christine, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, et j'en profite pour vous remercier de m'avoir remplacé pendant cette semaine d'oisiveté il y a quelques jours. Vous avez bien raison. Mais vous avez été parfaite. Je confirme. Vous étiez là, Jean-Claude, mettez bien le micro en face de vous. Vous avez l'habitude quand même des micros maintenant. Vous savez qu'il faut parler dedans. Alors ce matin, pour tout vous dire, ce matin, on a un peu galéré pour trouver les sujets, parce que l'actualité, c'est une actualité de 11 novembre. Il ne se passe pas grand-chose, mais bon, quand même, il y a de l'actualité et un sondage Odoxa dans le Figaro en particulier qui a interrogé les Français sur l'intervention d'Emmanuel Macron, et en particulier sur cette proposition de durcir, de suspendre les allocations pour les demandeurs d'emploi qui n'ont pas une recherche active. Les Français sont majoritairement pour. On va revenir sur cette proposition qui semble être électoraliste avant d'être extrêmement concrète et faisable. Emmanuel Macron, président de droite, c'est aussi ce qui a été perçu par certains intervenants. On va revenir sur tous ces sujets avec vous. On commence avec vous, Jean-Claude. Actualité oblige, 11 novembre. Oui, mais l'actualité du 11 novembre, c'est celle de l'armistice. Et effectivement, on dit souvent qu'on fait de la commémoration. Ça n'est pas qu'une journée de fête. Ça n'est pas qu'une journée de congé pour que les uns et les autres puissent faire un week-end. Moi, j'ai une pensée, évidemment, pour le 1,5 million de nos militaires qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale. Il y a eu plus de 4-5 millions de morts en France. Et puis, ça a laissé des stigmates dans la démographie française. Mais pour ramener les choses à la réalité d'aujourd'hui, moi j'ai un coup de cœur pour l'ensemble de nos militaires, femmes et hommes. On n'oublie pas les femmes et hommes qui sont à la fois sur les opérations en OPEX, les opérations extérieures. Je le dis avec beaucoup de sincérité parce qu'on oublie non seulement le boulot qui est fait, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes sacrifient au prix du sang, et ça a de la valeur à un moment où la société française se cherche. Il n'y a rien de mieux ou rien de pire que de payer au prix de sa vie le fait de vouloir défendre son pays et l'ensemble de ses concitoyens, parce que ce sont ces hommes et ces femmes qui assurent notre sécurité, la sécurité du territoire français. Ce sont ces hommes et ces femmes qui vont parfois chercher l'un d'entre nous au bout du monde, quel que soit le motif, on va récupérer les Français. Ce sont ceux-là même qui assurent la sécurité des approvisionnements de notre pays, les bases à Djibouti et ailleurs. Donc un gros travail, je pense à ces hommes et ces femmes, je pense à leurs familles, parce qu'on oublie souvent les familles, comment ces jeunes femmes vous disent quand on voit partir un compagnon, ou les jeunes hommes qui disent quand on voit partir une compagne, un enfant qui dit quand maman part en campagne. Eh bien, c'est du stress en permanence, c'est des semaines pendant lesquelles on souffre, on est stressé, on attend. Eh bien oui, pour moi, c'est le meilleur message qu'on puisse lancer face à tout le discours qu'il y a, on aime ou on n'aime pas la France. Je dis ça, c'est le meilleur engagement et le meilleur témoignage, respect aux uns et aux autres. Oui, est-ce que s'il y avait une guerre aujourd'hui, on aurait le même sentiment patriotique et mais ils sont engagés. Non, mais ils sont engagés. Alors après, on peut se poser des tas de questions. Mais moi, je juge le moment présent. Ils sont engagés, ils sont présents. Alors, est-ce que s'il y avait une guerre, vous savez, personne ne sait ce qu'on ferait si... Non, absolument. À l'école, ça se passe comment? Enfin, quand je dis à l'école, le prof d'histoire que vous êtes. Vous savez, bizarrement, quand j'enseigne la Première Guerre mondiale, les élèves sont fascinés par le courage de ces poilus
salut, par leur engagement, par leur envie finalement de sauver la nation, de sauver la patrie. Et c'est quelque chose en effet qui leur parle beaucoup. Et ce qui leur parle beaucoup en fait, c'est la mobilisation de l'ensemble de la société. Parce que quand on évoque la Première Guerre mondiale, on évoque évidemment le sacrifice des poilus, mais on n'évoque pas suffisamment toutes ces femmes qui sont venues travailler dans les usines, qui ont tout fait pour faire fonctionner la société, ou encore ces enfants qui se sont retrouvés orphelins, qui ont été dans des positions difficiles. Donc on voit à quel point, quand on a la patrie chevillée au cœur, finalement, on peut faire de grandes choses. Et ces soldats ont fait des grandes choses. Ils ont sauvé la France, ils ont sauvé les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc merci à eux et à tous ceux qui se sont mobilisés autour de cet événement historique qui aujourd'hui doit être commémoré avec honneur et espoir aussi. Mais comment ils réagissent, vos élèves ? En fait, les élèves, si vous voulez, sont très attachés à l'amour de la patrie, très attachés à leur identité. Alors évidemment, il y a certains élèves qui se reconnaissent très peu dans la nation française, mais par exemple la nation algérienne, enfin le Maroc, ça leur parle en fait. Et moi, j'ai beaucoup entendu des élèves me dire: mais monsieur, comment voulez-vous que j'aime la France alors que les Français n'aiment pas la France? Ils sont sans cesse en train de se renier. Eux, ce qu'ils attendent, c'est un pays qui les accueille, un pays qui est fort, un pays qui est fier de ses valeurs. Et c'est vrai qu'on a de moins en moins ça. Et malheureusement, ça laisse de côté toute une partie des gens issus de l'immigration qui aimeraient se reconnaître dans ce pays fabuleux. Allez, on y revient dans un instant. C'est l'heure du journal. On est avec vous en direct jusqu'à midi et on continue de débattre avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Vous êtes propriétaire et aimeriez percevoir une partie de la valeur de votre bien, de 30 à 70%, en continuant à vivre chez vous. Une formule magique ? Oui. Interrogez Georges Mabi Viager sur la vente en nue propriété. Vous restez maître à bord, habitez votre bien ou même le louer. Appelez Georges Mabi Viager. Un expert vous conseillera dans la gestion de votre patrimoine immobilier. Georges Mabi Viager, 04 42 12 33 33 ou mabille-viager.com. Boulanger. Alors, mes envies. Un robot aspi, un vélo électrique, une super... Ouais, tu crois encore au Père Noël, toi? Ah non. Je crois au best-offer de Boulanger. Retrouvez les best-offres en magasin et sur boulanger.com jusqu'au 14 novembre. Commandez dès aujourd'hui votre produit. Sud Radio, 10h midi, débat. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio en direct en ce 11 novembre avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio et correspondante à Toulouse, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, et votre tout dernier livre qui vient tout juste de paraître, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, et c'est aux éditions du CERF. Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France Amérique. On va revenir sur ces annonces qui ont pu être faites par le président de la République, en particulier suspendre les allocations pour les demandeurs d'emploi qui n'ont pas fait une recherche active. Une grande majorité des Français est pour, selon un sondage Odoxa. Emmanuel Macron, président de droite, les LR, la droite l'accuse de venir piocher dans son programme. Et puis les Français majoritairement favorables à la 3e dose. C'est toujours ce sondage Odoxa. Hommage à nos soldats, à l'armée. Très bel hommage rendu par Jean-Claude Beaujour. Moi, je vous conseille un livre qui s'appelle L'Embuscade d'Émilie Guillaumin. Vous l'avez lu, je vous l'ai recommandé. Oui, vous l'avez aimé, Sophie, Adoré, Christine. dévoré. Alors, c'est une femme. Alors, d'abord, l'auteur connaît très bien cet univers de l'armée puisqu'elle a travaillé pendant 2 ans, et elle raconte le point de vue de la femme d'un militaire parti au Mali à qui on annonce que il y a eu une embuscade, que des soldats ont été tués, que son mari vraisemblablement fait partie de ces soldats. C'est un livre qu'on ne lâche pas, Christine. Oui, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Jean-Claude sur l'univers de ces familles de militaires. Voilà, parce que on est vraiment plongé au cœur de ces familles qui voient partir leur père, leurs frères, leurs fils ou leurs filles, puisque les femmes sont aussi présentes dans l'armée, et on est plongé littéralement dans cette histoire et dans ce corps d'armée, ces frères d'armes. Et véritablement, même si c'est une guerre qui est plus récente, qui n'a sans doute rien à voir avec celle de la Première Guerre mondiale qu'on commémore aujourd'hui, c'est absolument fascinant, c'est poignant, c'est touchant, et on est véritablement porté par l'histoire de ces hommes qui vont défendre les valeurs de la France très loin de chez eux, et ça c'est absolument magistralement écrit. Oui, ça s'appelle L'Embuscade, Émilie Guillaumin, et c'est aux éditions HarperCollins. Christine, c'est un coup de cœur qui pourrait être un coup de gueule pour certains.
voilà, ça dépend de quel côté on se place. Moi, je me place du côté de la préservation, on va dire de nos campagnes, en tous les cas, de ce magnifique site. C'est le Pont du Gard. Vous le connaissez tous, cette merveille de l'époque gallo-romaine. Eh bien, le Pont du Gard et ses environs, c'est-à-dire la proximité d'une bretelle d'autoroute à 5 km pour l'autoroute A9, était littéralement convoité depuis des mois par Amazon, le géant de Seattle, qui voulait implanter pour le sud de la France une énorme base logistique et d'entrepôts, 38 000 mètres carrés de terres agricoles, de sites de garrigues, tout simplement engloutis par le béton. C'était 1000 camions jour, 4000 véhicules utilitaires par jour pour acheminer nos paquets sur tout le sud de la France. La contrepartie, c'était 600 équivalents temps plein. C'est ce que promettait en tous les cas le concepteur, qui n'avançait pas comme étant Amazon, mais on va dire qui était caché derrière un promoteur. Le tribunal administratif de Nîmes vient tout simplement d'affliger un gros revers, déjà au préfet du Gard, mais surtout à Amazon, en refusant tout simplement le permis de construire, tout simplement parce que ça ne nécessite pas une raison impérative majeure. C'est-à-dire les emplois qui étaient fournis par ce projet ne sont pas suffisants au regard de la destruction pour l'environnement et les nuisances pour l'ensemble du territoire que ça concernait. Donc véritablement, alors il y a eu une grosse résistance, ça m'amène une autre réflexion, de la part des habitants, des associations de défense de l'environnement, des commerces locaux qui étaient très inquiets aussi de voir arriver une concurrence de ce niveau-là. Et donc on voit aussi la résistance qui s'opère au fil des mois par les habitants, de plus en plus. Et je me pose cette question aujourd'hui. Le chef de l'État a annoncé la construction, la relance de construction. EDF a déjà annoncé qu'ils étaient prêts à construire des centrales nucléaires à nouveau. J'attends de voir comment ça va être sur le terrain par les habitants, par les riverains qui vont voir peut-être s'implanter à côté de chez eux un nouveau site nucléaire. On va voir si on a très envie d'avoir ce genre de choses à côté de chez soi. Voilà, donc c'est toujours la question de l'emploi, la protection de l'environnement, et ça c'est un vrai sujet aujourd'hui qui s'appelle l'aménagement du territoire. Oui, vous vouliez, Arnaud Benedetti, réagir. Je découvre cette situation. Évidemment, il faut se féliciter de la décision du tribunal administratif, mais ce que je comprends, c'est que l'État, puisque le préfet avait donné son accord dans cette affaire. Oui. Donc c'est un revers pour l'État, c'est ça quand même qui est... Et ce qui est quand même très étonnant, c'est que l'État donne son accord. Moi, c'est ça qui me surprend. Je veux bien que la priorité de l'emploi soit importante, il ne faut pas négliger cet aspect-là, mais sur un site de ce type, c'est en effet quand même... L'État a un devoir de protection aussi, en l'occurrence, et manifestement, il l'a interprété d'une manière qui peut être contestable et discutable. Il y avait déjà eu un abandon à Nantes, alors là, il y avait eu des contraintes techniques et juridiques également. Oui, Christine, vous vouliez ajouter? Alors, je voudrais signaler une petite subtilité dans la loi protection du climat, la loi climat qui a été votée. La bétonisation est désormais interdite pour les zones commerciales, puisqu'on a interdit effectivement l'extension des zones commerciales près des grands centres-villes, mais elle est possible, cette bétonisation, pour les entrepôts de e-commerce. En fait, c'est une subtilité dans la loi qui a été validée par les députés de La République En Marche. Donc, on peut construire des entrepôts pour la logistique de e-commerce qui se développe sur l'ensemble du territoire, mais pas les zones commerciales. Voilà. C'est totalement scandaleux. Alors, moi, je suis quand même terriblement surpris que des textes récents permettent, en tout cas, ne règlent pas un sujet qu'on connaît bien, c'est celui de l'urbanisme commercial. Quel est le bilan? Rapidement, pour qu'on puisse comprendre, on a, de fait de l'urbanisme commercial mal maîtrisé, on a fait laisser faire des centres commerciaux partout, on a vidé les centres-villes, on a vidé les centres-villes, et dans le même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, de quoi souffrons-nous sur la gestion des centres-villes, sur la gestion des quartiers, c'est qu'il n'y a plus de petits commerces, il n'y a plus de vie, etc., etc. Donc, ok, le passé c'est le passé. J'ai envie de dire, on est quand même surpris de voir que on autorise, on dit on va dans le sens des réformes, de la réforme en matière d'urbanisme commercial. On autorise pour le e-commerce, en sachant que le e-commerce favorise essentiellement les entreprises des grands groupes étrangers. D'une part, et d'autre part, on sait qu'il prend le pas sur le commerce traditionnel. Donc on voit bien qu'on a simplement déplacé le problème et qu'au fond, on ouvre une brèche qui sera insurmontable. Je pense qu'il faut que nous restions vraiment calés, que nous ayons une vision à moyen terme et qu'on ne soit pas sur un pansement, des petits pansements où on se dit on va essayer de choper quelques centaines d'emplois là à un endroit et puis on laisse filer. Non, il faut que nous ayons une vision
vision à 25 ans sur l'aménagement de notre le développement économique. Amazon distribue aussi des petites marques françaises. Non, mais c'est pas une question. Mais vous avez raison sur le question de petites ou grandes marques. C'est à partir du moment où vous détruisez, je veux dire, le coût, la notion de coût-bénéfice. À partir du moment où vous faites on continue à faire de grandes plateformes commerciales, on vide les centres-villes avec tous les problèmes que l'on a derrière. Donc après derrière, on va payer pour que les gens puissent avoir une vie normale, pour payer des policiers parce qu'il y a de l'insécurité, parce qu'il y a un manque de revenus financiers pour les petites communes, pour les villes, etc. C'est tout un serpent pour gagner quelques emplois. Attention à ne pas dépenser derrière parfois 2 fois plus. Kevin. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faut penser à préserver notre patrimoine naturel. C'est ce que nous avons de plus cher. Et quand je vois que l'économiste, le capitalisme finalement prennent le pas là-dessus, je trouve ça en effet dévastateur. Et écoutez un peu les gens de terrain, parce que quand on impose une prison, quand on impose une centrale nucléaire, qu'on impose des éoliennes, à un moment ce n'est pas possible, il faut aussi se concerter, et ce n'est pas normal en effet de détruire des paysages au nom d'une économie en effet voilà. Mais vous les mettez où les prisons? Mais je suis d'accord, mais c'est tout un débat. Personne ne veut en prison chez soi, personne ne veut un centre nucléaire. Là aussi c'est le vrai sujet, parce qu'on demande plus de prisons, puisque le sujet des prisons est important. Non, mais il faut aussi le dire à nos concitoyens, parce que j'entends dire dès qu'il y a un problème de sécurité, il faut construire, et je suis le premier à dire qu'il n'y a pas suffisamment de prison, mais sauf qu'il faut les construire quelque part. On ne peut pas refaire le bagne de Cayenne, il a été fermé il y a un bout de temps. Oui, alors Olivier nous dit Amazon distribue des petites marques, mais avec des marges et des conditions abjectes, c'est un piège. Notre auditeur nous dit 80% des ventes Amazon sont des petits commerces en France, certes, mais c'est vrai que la France défigurée, elle existe. Mais ça a commencé il y a très longtemps, parce que l'urbanisation commerciale dont parle Jean-Claude, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant parce qu'il infirme quand même cette très bonne image des élus locaux, parce qu'il y a une responsabilité des élus locaux. C'est les élus locaux qui ont accepté finalement d'urbaniser de cette manière leur commune et de vider, de dévitaliser les centres-villes. Il suffit de se balader partout en France aujourd'hui, où que l'on se trouve, au nord, au sud, en est, en ouest, on retrouve des centres-villes qui sont vidés dans les villes moyennes notamment, et c'est vrai surtout dans les villes moyennes et dans les petites villes, et on trouve un paysage urbain qui est le même partout, et on voit bien qu'en plus en termes de vie sociale, de vie, mais même de vie économique, c'est contre-productif économiquement sur le long terme. Ça veut dire que les élus finalement n'ont pas eu eux-mêmes une réflexion sur leur propre aménagement, sur l'aménagement de leur propre territoire. Il n'y a pas eu de vision malheureusement. Christine, ça a bien fait parler votre coup de cœur. Ça rejoint, et récemment on parlait de l'installation, pareil dans le Tarn, il y a un couple de Belges qui a obtenu gain de cause contre des éoliennes. Donc on voit bien que cette problématique du progrès, entre guillemets, parce que là on parle de la plateforme d'Amazon et des centres commerciaux qui sont en périphérie des villes, mais ça interroge sur ce qu'on veut nous. Qu'est-ce qu'on veut comme commerce? Est-ce qu'on veut effectivement avoir des commerces de proximité qui sont certes un petit peu plus chers et pour lesquels on va peut-être pas forcément pouvoir être livré de jour comme de nuit, jours fériés, du lundi au dimanche? Ou est-ce qu'on se dit effectivement je veux pouvoir cliquer sur Internet et avoir mon colis quel que soit le jour de la semaine? C'est un prêt à payer. Mais c'est vers ça qu'on tend. Là, il y a toutes ces entreprises, en particulier allemandes, qui viennent et qui vous proposent de vous livrer en 10 minutes. Ça, c'est dans les grandes villes. C'est-à-dire, j'ai pas de moutarde, j'appelle, on me livre la moutarde en 10 minutes. C'est là, Valérie, où Christine a complètement raison. Je pense que le sujet est pour nos responsables politiques, mais le sujet est pour chacun d'entre nous. Moi, je vais vous dire mon réflexe maintenant. C'est vrai qu'il est plus facile de commander un bouquin en se disant il va m'arriver. Eh bien, je fais l'effort d'aller chez la librairie, dans la librairie de quartier, en me disant même s'il faut que j'attende 48 heures, finalement, j'ai finalement pas besoin de ce bouquin-là tout de suite à la minute. Et ça, c'est un réflexe. Vous avez peut-être une librairie à côté, pas loin. Voilà, mais Arnaud, vous avez raison. Vous avez raison. Simplement, si chacun de nous, en fonction de ses moyens, en fonction de l'endroit où il habite, etc., peut récupérer. Vous savez, c'est comme tout, peut récupérer les bonnes habitudes. Le développement durable, c'est véritablement une question
aussi individuelle. Il n'y a pas que l'État et les responsables publics. Allez, on marque une petite pause et on va continuer notre tour de table. C'est bien parce que c'est des sujets auxquels on n'avait pas forcément pensé, qui nous permettent de discuter. Ce sont de vrais sujets. Qui sont des vrais sujets, absolument, de la vie quotidienne. Le 11 novembre, c'était très bien. Ce sujet également sur Amazon et sur cette bétonisation du proximité du pont du Gard est très importante également. Et je suis sûr que les deux prochains coups de gueule ou coups de cœur le seront également. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, débat. Avec vous sur Sud Radio, avec Kevin Bossuet, Jean-Claude Beaujour, Arnaud Benedetti et Christine Bouillot. Je faisais un aparté à propos de Laura Lone ce soir. Regardez son spectacle sur C8. Franchement, c'est peu politiquement correct et c'est très très drôle. Moi, je connaissais pas très bien son univers. Allez-y parce que vous allez vous régaler. Arnaud Benedetti, c'est un coup de gueule. Enfin, c'est un coup de gueule, oui, c'est un constat, c'est que Emmanuel Macron a un problème avec l'Algérie. Chaque fois qu'il parle de l'Algérie, il change de position. Alors on se souvient des déclarations parfaitement scandaleuses à mes yeux qu'il avait pu faire en 2016 ou 2017 lors de son voyage à Alger, où il avait qualifié la présence française en Algérie de crime contre l'humanité. Il y a quelque temps, je crois que c'était il y a un mois ou un mois et demi, Le Monde avait rapporté des propos qui me paraissaient plutôt intéressant, considérant que le pouvoir algérien vivait sur une rente mémorielle. Ce qui me semble en effet, en tout cas, une réalité objective. Le pouvoir algérien, qui est un pouvoir extrêmement contesté, qui est un pouvoir qui a échoué quand même depuis 60 ans, il faut le dire. De par sa seule faute. De par sa seule faute. De par sa seule faute, parce que l'Algérie est un pays qui avait largement des ressources pour être un pays dynamique, développé, être un modèle dans les pays du Maghreb, d'autant plus que la France avait laissé quand même quelques éléments qui étaient particulièrement intéressants sur le plan agricole, notamment, mais pas seulement, et sur le plan industriel. Et c'est vrai que cette rente mémoriale, elle est au cœur aujourd'hui de la politique qui est menée par tous les gouvernements algériens depuis 1962, parce que c'est ce qui leur permet finalement de faire tenir une population qui est extrêmement dispersée, qui est extrêmement divisée et qui conteste, avec raison d'ailleurs, la façon dont le pouvoir techno-militaire algérien a conduit le pays depuis 60 ans. Je ne parle même pas de la corruption, qui est quand même un phénomène assez généralisé en Algérie. Et là, je viens de voir que le président de la République était revenu sur ses propos. Alors on peut le comprendre pour des raisons diplomatiques, parce qu'en effet, il est clair, il faut avoir un certain nombre de relations avec Alger qui soient des relations un peu apaisées, mais je ne suis pas sûr en l'occurrence que ça nous permette de nous faire véritablement respecter par rapport au pouvoir algérien. Il y a eu encore une polémique il n'y a pas longtemps entre Gérald Darmanin et Monsieur Tebboune, le président algérien, sur les comment on appelle ça, l'acronyme, les obligations les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, où Monsieur Darmanin a fait état, je crois, de 7000 Algériens qui devraient quitter le territoire algérien, alors pour des raisons multiples et variées, et le président algérien a fait valoir qu'il y avait finalement seulement 94 Algériens qui devraient quitter le territoire. Évidemment, c'est 94 qui sont radicalisés, qui sont fichés S, et qui d'ailleurs, je crois, il y en a eu que 16 qui ont quitté le territoire en tout et pour tout. Donc, moi, je trouve que Monsieur Macron, dans sa relation avec l'Algérie, devrait faire preuve de beaucoup plus de prudence. Il n'en fait pas preuve de prudence. Il devrait surtout aujourd'hui tenir une ligne qui est une ligne claire, c'est-à-dire dire la vérité au pouvoir algérien, ce que d'ailleurs aucun gouvernement français n'a fait depuis 1962. Ils sont tous autant responsables et ils sont tous autant que solidairement responsables dans l'échec de nos relations avec l'Algérie, et rappeler au pouvoir algérien qu'aujourd'hui, la responsabilité qui est la sienne, c'est de pouvoir conduire le développement de son pays, ce qu'il a été incapable de faire depuis 1962. Je rappellerai un point. Quand il y a des tremblements de terre en Algérie, les seuls immeubles qui tiennent encore, c'est les immeubles qui ont été construits par les Français. Alors je dis pas que tout a été formidable du côté français lorsqu'ils étaient en Algérie, mais enfin à un moment donné, il faut aussi éviter cette autoflagellation qui est ni bonne pour le peuple algérien et encore moins bonne pour nous. Jean-Claude. Oui, ce qui est surprenant, c'est que ce que vient de dire Arnaud est connu. Je veux dire, la corruption du pouvoir politique algérien est connue. Nous le savons en France. Nous savons que c'est une rente de situation et ça n'est pas faire offense que de le dire. Ça ne veut pas dire que tous les Algériens sont corrompus, mais qu'il y a une minorité, et à l'intérieur du pouvoir, une minorité de gens qui usent et abusent des ressources algériennes pour pouvoir s'en mettre plein les poches. Alors, on ne peut pas, après 40 ans, continuer à
à dire que si rien ne va en Algérie, plus de 60 ans. C'est plus de 60 ans, on dit 40 ans. 40 ans. On finit par 62. Hein. C'est vrai, à quasiment 60 ans après, tout serait de la faute de la France. Je pense qu'à un moment donné, non seulement, c'est pas simplement un langage de clarté qu'il faut, parce que comme Arnaud l'a indiqué, les gouvernements précédents étaient sur cette ligne, et il faudrait que pour l'avenir, nous ayons non seulement un langage de clarté, mais un langage de fermeté. Je pense qu'il est temps. C'est ce que vient de dire Arnaud. Non, mais je vais, parce que c'est pour les autres qui vont suivre, parce qu'il y aura un après Macron, qui soit élu ou pas, réélu ou pas. C'est ce langage de fermeté. Basta, il y en a assez. Il faut qu'on arrive à quelque chose de plus équilibré. Et si les Algériens veulent faire autrement, eh bien peut-être que ça sera mieux s'il y avait les Russes, s'il y avait les Américains, s'il y avait d'autres. Peut-être que ça sera mieux avec les autres. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont prêts à entendre ce langage-là. Mais bien sûr, évidemment. Il vaut mieux avoir comme partenaire géopolitique, économique et social la France, plutôt que demain d'avoir les Russes, les Chinois ou les Américains. À eux de choisir. Je pense qu'il faut ce choix qui s'impose à eux. Déjà, hein. Mais bien sûr qu'ils sont. Non mais bien, je le dis à dessein. Je le dis à dessein. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Il y en a marre d'être complètement soumis à l'Algérie. À un moment donné, quand j'entends un ministre algérien nous raconter que la France est l'ennemi perpétuel de l'Algérie, non mais qu'est-ce que c'est que cette manière de faire? À un moment donné, qu'ils se débrouillent. Enfin, et puis même sur la question des OQTF, à un moment, il faut peut-être un petit peu bomber le torse. Là, il y a une mesure. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Oui, mais ne le font pas jusqu'au bout. En fait, là, il y a une mesure. Il n'y a pas que des responsabilités algériennes. Hein. Il y a des responsabilités aussi judiciaires. Des deux côtés. Bien sûr. Mais je veux dire, il y a par exemple l'aide publique au développement. Pourquoi on maintient l'aide publique au développement pour des gens qui nous insultent continuellement? La question également des OQTF ou le fait de taxer finalement les flux financiers entre la France et l'Algérie, moi je trouve ça bien. À un moment, ce n'est pas normal de se laisser marcher dessus pour des gens qui se disent fiers d'être algériens, mais il n'y a que ça en fait, puisque la vérité c'est que ce pays est un champ de ruines, c'est que ce pays ne s'est pas développé. Ils ont voulu l'indépendance, sauf qu'ils ont été incapables en effet d'assurer derrière, donc c'est désastreux. Christine ? Oui, alors on a le sentiment effectivement que les dossiers actuels sont portés, enfin les blocages actuels sont portés par ce dossier ancien, donc on n'avance pas, je dirais, sur ce dossier-là, on ne progresse pas, et des deux côtés d'ailleurs, parce que je pense que la population algérienne en elle-même est fatiguée aussi, bien sûr, la situation, de pas trouver de boulot pour leurs jeunes, de voir l'état dans lequel effectivement sont les hôpitaux, sont les universités, donc je pense que tout ça, au bout d'un moment, n'est bon pour personne, voilà, dans l'histoire. Et on tourne en rond. Faut compter que les Algériens ont des relations très conflictuelles et très tendues avec leurs voisins marocains en ce moment. Kevin, un coup de cœur. Pour une fois. Oui, pour une fois. Voilà, c'est le 11 novembre. Voilà, donc un coup de cœur pour l'émission Une ambition intime qui était diffusée sur M6, animée par Karine Le Marchand. Moi, je m'attendais à un truc gadget, mais j'ai regardé l'émission, j'ai été époustouflé parce qu'on a eu en effet le portrait de femme qui était formidable. Il y a deux portraits qui m'ont marqué. C'est celui de Marine Le Pen et c'est celui de Rachida Dati. En fait, on se rend compte que Marine Le Pen, c'est une femme normale, c'est une femme qu'on diabolise à longueur de temps alors qu'elle vit simplement avec ses chats, elle adore jardiner et c'est une femme qui est en fait super. Enfin, regardez ce qu'elle a connu au cours de son enfance. Elle a connu un attentat, elle a connu le harcèlement, elle a même pas pu faire une carrière d'avocate parce qu'elle s'appelait Le Pen et on est toujours après elle et toutes ces féministes qui s'en prennent à elle finalement ne font que la ramener à sa condition de fille de Jean-Marie Le Pen. Mais Marine Le Pen, c'est autre chose. À un moment, faut arrêter de la ramener à ça. Donc moi j'ai été agréablement surpris. C'est une femme touchante, c'est une femme courageuse et c'est une femme qui n'est pas celle que l'on décrit. Et de l'autre côté, il y avait Rachida Dati. J'ai aussi été très ému par en effet son parcours. Rachida Dati qui est venue d'un milieu populaire, qui a bravé en effet les interdits sociaux, qui a essayé de monter socialement et qui a réussi. Et moi à ce moment-là, je pensais à mes élèves en effet issus de l'immigration, mais quel beau modèle. C'est-à-dire qu'en France, on peut encore réussir, on peut encore devenir garde des Sceaux quand on vient d'un milieu populaire et quand on est d'origine immigrée. Donc voilà, moi j'ai été vraiment très... j'ai trouvé ça formidable et je pense que ça donne un magnifique espoir et on se rend compte à quel point c'est difficile d'être une femme et de faire de la politique parce qu'il y a toujours ce sexisme ambiant. Donc vive cette émission. Alors on va demander à Arnaud Benedetti ce qu'il en pense. Alors attendez, on va marquer une pause. On va marquer une pause. Bon alors c'est compliqué. On va demander à Jean-Claude. Mais c'est vrai que le communicant, le spécialiste en communication politique, alors Stéphane vous dit Kevin, elle est mariée, elle aurait pu prendre le nom de son mari. Certes. On se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio 10h midi.
débat. Les débats avec vous sur Sud Radio avec Kevin Bossuet, Jean-Claude Beaujour, Arnaud Benedetti et Christine Bouillot. Donc le coup de cœur de Kevin Bossuet pour l'émission de Karine Le Marchand. Vous dites, j'ai un auditeur qui dit il est tombé dans le piège, votre chroniqueur, voilà, Arnaud dit ça. Je suis trop bête. Non, vous n'êtes pas bête, mais c'était fabriqué, c'était compliqué. Oui, mais ça a permis d'avoir une autre vision de ces femmes politiques. Oui, mais c'était fabriqué. Mais tout est toujours fabriqué. Ici, c'est fabriqué. On choisit les sujets. Évidemment, c'est pareil. Il y a une forme de fabrication. On fait une émission. C'est pareil pour eux. En toute franchise, pour notre auditeur, j'entends son argument. Mais ça veut dire quoi, fabriquer? Jean-Claude Beaujour. Est-ce que ça veut dire qu'une femme politique n'est pas une maman avec les problèmes que les autres, que toute autre maman rencontre? Alors évidemment, dans une émission comme celle-là, j'imagine que Madame Pécresse va pas rentrer dans le détail de savoir pourquoi son fils avait été arrêté avec une barrette de quelque chose, etc. C'est pas l'objectif. Et puis, c'est connu. Vous ne racontez pas une histoire à faire pleurer. Donc, qu'il y ait, et je vais venir à mon point, qu'il y ait ou pas un peu de fabrication, pour moi, le sujet est moins là. Pour moi, ce qui est important, c'est que finalement, qu'on soit un homme ou une femme politique, de droite ou de gauche, de tous les partis, on reste un homme et une femme, on reste un Français. Moi, je suis choqué par la polarisation de la société française qui consiste à faire de nos responsables politiques des sortes d'ennemis, des gens qui ne seraient pas des individus. Et j'ai eu l'occasion de dire de la même manière que je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'options de Madame Le Pen, mais pour moi, c'est un contradicteur, c'est un Français, une Française comme une autre, c'est une femme comme une autre, c'est une mère de famille. Oui, si nous commençons par... C'est ça ce que mais comme tous les individus. Oui, mais dans la polarisation, pardonnez Valérie, mais aujourd'hui, dans la polarisation de nos sociétés, on a connu ce que ça a donné aux États-Unis. Dans la polarisation, on a tendance à considérer nos contradicteurs comme des ennemis. Donc ils n'auraient même pas d'humanité. Je veux dire, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. C'est ce que démontre cette émission, justement. C'est une mère de famille. Hitler, je ne compare absolument pas, mais Hitler avait aussi sa part d'humanité. On aurait pu faire une ambition intime où il vous aurait montré ses peintures. Justement, c'est intéressant. Mais il n'empêche que sur les options, on revient au débat politique. Moi, je dis que là où c'est important, c'est que sur le débat politique, ça n'empêche pas de considérer qu'il y a des hommes et des femmes, sont des Français comme d'autres. Et c'est pas fin de le faire, c'est pour éviter de continuer à polariser la société française, qui fait que nous ne nous écoutons plus et que l'autre, c'est mon ennemi. Celui qui n'est pas d'accord. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que, enfin, je suis d'accord avec votre constat, mais je suis pas d'accord avec, je suis pas sûr que ça soit quelque chose de fondamentalement nouveau, parce que, encore une fois, quand on a un regard un peu d'historien, on regarde la façon dont le débat politique ou le débat public opérait il y a 50 ou 60 ans, il était aussi extrêmement violent. Je prendrai un exemple. Raymond Aron était traité de fasciste. Oui, je suis d'accord. Par l'extrême gauche. Donc, ça en dit long quand même sur la façon dont le débat politique et le débat public étaient extrêmement clivés. Il y avait aussi des films qui montraient Giscard invitant les ébroueurs. Après, sur le plan de la communication, évidemment, c'est un exercice de communication. Mais en fait, la télé a complètement changé la façon dont les politiques doivent s'exprimer. La télé apparaît dans les années 50 aux États-Unis. Elle devient un instrument de marketing politique avec Kennedy, notamment, qui était un des premiers à utiliser la télé et l'image comme façon de se rapprocher des citoyens. D'ailleurs, c'est un de ses consultants qui s'appelait Joseph Napolitan, qui d'ailleurs a travaillé pour Giscard aussi, qui est le premier à lui avoir dit: il faut que tu utilises ta vie privée pour humaniser ta relation avec les Américains. Donc c'est quelque chose qui existe depuis finalement très longtemps. Et qu'est-ce que c'est que cette émission? Moi je l'ai pas vue cette émission, mais cette émission, c'est d'aller finalement chercher dans la trajectoire de femmes politiques un moyen de les rapprocher des Françaises et des Français. Et ça fonctionne. Donc c'est une vieille, c'est une vieille stratégie. Bon, moi j'ai rien à dire. Alors parfois, moi à titre personnel, je vais vous dire, la vie privée des hommes politiques, à partir du moment où elle est, j'allais dire, c'est pas qu'elle est conforme, mais à partir du moment où elle n'a rien de scandaleux en soi, ça m'intéresse pas en la matière. Non, mais ils le font tous. Regardez. Mais je comprends qu'on l'utilise comme ressource politique. Oui, mais regardez Paris Match, on a droit à Michel Barnier. Mais souvenez-vous, Pompidou, en pull en laine. Bertrand avec sa femme. Souvenez-vous, c'est pas nouveau, Pompidou. Vous vous souvenez de Pompidou et Bibiche? Il l'appelait Bibiche. Christine, vous avez vu l'émission?
Alors moi, j'ai pas vu l'émission, mais l'émission de Karine Le Marchand, j'ai vu lors de la précédente campagne présidentielle où elle avait effectivement passé sur son canapé l'ensemble des candidats. On avait eu François Fillon, on a vu absolument tout le monde, on a vu Sarkozy, et y compris Marine Le Pen à ce moment-là où on découvrait effectivement qu'elle avait une passion pour les chats. Je pense qu'il y a un public pour ça, que les candidats ont l'obligation entre guillemets dans leur plan média, parce que c'est un plan média qui est opéré avec ce genre d'émission, d'y passer, de raconter qu'effectivement on a des passions pour la peinture, le fromage, les animaux, ce que l'on veut, mais ce qui est normal, et heureusement d'ailleurs je dirais, parce que finalement ça reste quand même des êtres humains et des hommes et des femmes absolument comme vous et moi. La seule différence c'est qu'est-ce qu'on veut dire à travers tout ça, c'est dire qu'on est comme les autres. Les politiques ne sont pas tout à fait comme monsieur et madame tout le monde. Même si on découvre une personnalité attachante, avec des contours plus ronds que ce qu'on pourrait imaginer, ils ont une ligne politique, ils ont un logiciel qui est ce qu'il est. On peut aussi raconter n'importe quoi dans de la com. Moi j'ai souvenir d'une animatrice télé qui ne s'occupait pas de ses enfants et qui avait fait tout un reportage dans Gala où elle faisait des confitures. Mais vous voyez, après ça c'est contre-performant. Non, moi je le savais, mais le grand public le sait pas. Elle est formidable, elle fait des confitures le dimanche avec ses enfants, alors que c'était pas tout juste si elle n'avait pas loué les enfants. Je ne sais pas s'il faut prendre les téléspectateurs ou auditeurs ne sont pas si sots. Parce qu'il y a une forme. Mais il y a une forme de sincérité. Moi, j'ai regardé l'émission de Karine Le Marchand. Ce qui m'a gêné, c'est que j'ai trouvé que c'était très femme. Il y a un moment où je me suis dit, non, mais on n'aurait pas fait la même émission avec des hommes. C'est-à-dire qu'il y avait un côté quand même. C'est la musique qui me gêne, moi. Oui, aussi la petite musique. Voilà. Mais c'est bien dommage parce que nous aussi, nous autres hommes, on a peut-être à montrer. Je vous dis, par exemple, dans ma génération, nous sommes de ceux qui allions ou qui allons chercher les enfants, on s'occupe un peu plus des enfants, et ça aussi, on peut montrer qu'il y a des hommes politiques. Imaginez Angela Merkel sur canapé de... Et alors, ça serait non, mais je pense qu'il y a un problème d'incarnation dans la démocratie. Je veux dire, il y a besoin d'incarnation si les gens... les politiques. Non, mais si les gens se distancent de plus en plus de la démocratie. Regardez Marine Le Pen, on l'a toujours elle est toujours en train de se défendre sur la défensive parce qu'elle est toujours attaquée sur les plateaux de télévision. Là, on la voit une fois sur un canapé détendu. Un peu moins, mais détendu, ça fait du bien aussi de voir que c'est une femme comme une autre. Vous aimeriez voir Éric Zemmour avec ses poissons et ses... Mais pourquoi pas? Mais je crois qu'il ne le fera pas. Non, il ne le fera pas. Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Non, mais en même temps, on n'attend pas... Enfin, le problème, c'est qu'en France, on est complètement, j'allais dire, pollué par l'image du président de la République, et qui est hérité de Gaulle. Et la vérité, la difficulté, c'est que depuis finalement 3 mandats, on n'a plus aucun président de la République qui arrive à véritablement incarner la fonction, qu'il s'agisse de Sarkozy, de Hollande ou de Macron. Aucun n'a réussi à habiter totalement la statue du commandeur. Chirac avait réussi, il était très critiqué sur sa politique, mais personne ne le critiquait sur la façon dont il habitait la fonction. Moi, je crois qu'il y a un problème de génération aujourd'hui qui se pose aussi pour les hommes politiques. Ceux qui sont nés après la guerre, aujourd'hui, on a plus de mal finalement à s'autoriser à les voir dans des fonctions qui ont été créées par des hommes d'avant-guerre, et parfois même du début du XXe siècle, voire de la fin du XIXe siècle avec De Gaulle. Et puis dans des circonstances très particulières, parce que je pense que les circonstances font aussi l'homme. Et bon, on a eu, c'est vrai, les attentats, le terrorisme, mais c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale ou même la décolonisation. Oui, absolument. Un auditeur nous dit, moi, ce qui me choque, c'est qu'on mette l'extrême droite sur un canapé en 2021. Et voilà, toujours la même chose. Moi, je suis pour l'état de droit. De deux choses l'une. Et ça, je l'ai toujours dit. Il y a combien? 18 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen. Et puis, je vais aller plus loin. De deux choses l'une. Où on considère qu'il s'agit d'un parti illégal. Non, mais il faut être clair. Et on l'interdit. Ou alors c'est un parti qui est légal, et en démocratie, il n'y a pas de raison de ne pas le traiter comme un autre. Par ailleurs, il faut tous entendre encore sur la définition d'extrême droite. J'y viens. Par ailleurs, c'est sur le plan des idées qu'il faut se battre. C'est pas en interdisant de parler, c'est sur les idées. Et la réalité, c'est que si certains, et j'ai bien dit tout à l'heure que j'étais loin d'être d'accord avec une Marine Le Pen, si certains ont le vent en poupe, c'est parce que
à droite comme à gauche. Eh bien, on a peut-être failli dans le temps. Et c'est sur ce terrain qu'on a développé assez longuement hier. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y en a marre de la diabolisation, Rassemblement national, extrême droite, mais ce parti n'est pas forcément d'extrême droite. Quand j'entends Marine Le Pen, elle est totalement dans la République. Certes, en effet, elle a des positions qui sont à la droite de la droite, mais ça fait pas d'elle quelqu'un d'extrême droite. Et puis j'en ai marre, ce camp du bien qui est toujours en train de diaboliser l'autre. Je me souviens d'Olivia Grégoire, une secrétaire d'État à La République En Marche, qui disait qu'il fallait abattre l'ennemi Marine Le Pen, l'abattre avec un ton complètement guerrier. Mais ce n'est pas possible qu'on arrête à s'en prendre aux hommes. C'est comme Éric Zemmour. Moi, il y a des idées dans lesquelles je ne me reconnais pas, je n'aime pas tout ce qu'il dit sur les prénoms, etc. Mais qu'on arrête de s'en prendre à l'homme, on n'en a rien à faire, qu'on s'en prenne à ses idées. Et on gagnerait en démocratie et en débat politique. Ça, c'est pas possible. Ce que je dis pour une Marine Le Pen, ça vaut aussi pour une Arlette Laguillet. Je n'aurais jamais supporté qu'on dise qu'elle ne puisse pas parler. Je veux dire, vous savez, la démocratie ne peut pas être à géométrie variable. Moi, c'est vraiment le cœur de ma défense. L'état de droit, c'est on laisse chacun s'exprimer en toute liberté, sauf à ce qu'il enfreigne une règle prévue par la loi, etc. Mais chacun a le droit de s'exprimer. Sauf que, Jean-Claude, il y a une différence, c'est que l'indulgence est plus forte en France dans le débat politique pour la gauche que pour la droite. C'est une réalité et une tendance qu'on ne peut que constater. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. C'est pour cette raison que je réponds à ceux qui disent on met Marine Le Pen dans un canapé. Moi, ça ne m'aurait pas choqué qu'on fasse un portrait de Madame Artaud ou d'Arlette Laguillet. Ça ne m'aurait absolument pas choqué. Et il appartient à nos concitoyens de se faire une idée. Il appartient de les informer et il appartient aux concitoyens d'aller s'informer sur les options politiques qui leur sont proposées. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un petit instant. Finalement, c'était très bien cette émission. On a parlé de plein de choses. Que franchement, la politique et tout ça. Et puis on s'est réveillés, on est venu. Et puis voilà, vous êtes. Mais c'était un salon agréable. Mais on n'a pas fini. Il nous reste un quart d'heure pour parler du sondage Odoxa. Les Français majoritairement favorables à la 3e dose. Et puis cette mesure qui fait évidemment beaucoup réagir, annoncée par le président de la République, suspendre les allocations pour les demandeurs d'emploi qui n'ont pas une recherche active. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait déjà fait voter cette mesure et qu'elle est assez difficile à mettre en place. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi. Débat. Les débats aujourd'hui, on est très en forme pour un 11 novembre, vraiment. Toujours. Je trouve que Christine, on débat pas mal. Alors c'est vrai que le Figaro ce matin publie un sondage Odoxa. 3 questions. Durant son allocution télévisée, diriez-vous qu'Emmanuel Macron s'est davantage exprimé comme un candidat que comme un président? Oui, à 64%. Oui. Deuxième question, Emmanuel Macron indique qu'à partir du 15 décembre prochain, les Français de plus de 65 ans qui n'auront pas leur 3e dose se verront retirer leur passe sanitaire. Est-ce que vous êtes favorable ou opposé à cette décision? Favorable 53%, donc c'est un peu plus d'un Français sur 2. Et puis, pour chacune des décisions suivantes annoncées par Emmanuel Macron, est-ce que vous estimez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et c'était suspendre les allocations chômage des demandeurs d'emploi que Pôle emploi jugerait ne pas être en demande d'actifs, 72%. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce sondage, parce que quand on leur demande si la prestation dans son ensemble d'Emmanuel Macron les a convaincus, ils répondent majoritairement non. Et quand on reprend le détail des questions, on voit qu'ils sont plutôt favorables à ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Donc c'est quand même, il y a quelque chose qui est assez paradoxal dans ce sondage, mais c'est le cas de beaucoup de sondages. Non, moi, je voudrais revenir sur un point, parce que je me pose une question sur le plan du droit, et j'en profite puisqu'il y a un avocat autour de cette table. C'est finalement la prorogation du pass sanitaire qui est pour les personnes de plus de 65 ans indexée sur le fait qu'ils se fassent vacciner une 3e fois. Je me pose la question quand même de la légalité de cette disposition, parce que est-ce qu'il y a pas quand même d'une certaine manière une rupture d'égalité devant la loi, parce que finalement on décide de discriminer une partie de la population en fonction de son âge et de ne plus lui accorder les mêmes droits qu'à l'ensemble des Françaises et des Français. Alors, juste un point pour savoir à quel moment fonctionne la discrimination. Le principe de la discrimination, c'est un traitement différencié de personnes qui sont
sont dans une situation identique. Alors, pour cela, est-ce que toutes les personnes, j'y viens, est-ce que toutes les personnes de plus de 65 ans sont médicalement dans une situation identique? C'est très discutable en effet. Et pour que la mesure soit légale, il faudrait qu'on puisse prouver que toutes les personnes de 65 ans sont indiscutablement, donc là je raisonne à haute voix, sont indiscutablement plus à risque, alors qu'une autre catégorie ne le serait pas. Donc il y a un vrai sujet qui est à la fois un sujet juridique lié au raisonnement scientifique, en tout cas lié au rapport que pourraient faire les médecins. Je n'ai pas évidemment la réponse, mais c'est vrai que la question peut être en débat. D'autant plus que c'est quelque chose qui aurait pu être intégré dans le projet de loi de vigilance sanitaire. Absolument. Le Parlement n'a pas eu à débattre de cette disposition, ce qui quand même pose problème. Absolument. Donc reste à voir comment est-ce que ça sera mis en place. Christine Bouillon. Alors moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est quand même la réaction des Français qui, une fois que le président parle, se précipitent sur Doctolib pour prendre des rendez-vous pour se faire vacciner. Comme s'il y avait besoin que le chef rappelle que la nécessité, puisque tous les médecins maintenant sont voilà, on a beau chercher encore les effets secondaires très négatifs du vaccin, on s'aperçoit quand même que c'est une situation qui nous permet de sortir un tant soit peu de cette pandémie. Moi, c'est la première chose. Après, moi, j'ai entendu un Emmanuel Macron typiquement en campagne, et avec ça, tout le monde l'a perçu. Tout le monde l'a perçu. Je pense que là-dessus, tous les Français ont bien compris. L'aspect sanitaire, on l'a évoqué hier, a duré 7 minutes. En tout et pour tout. Alors, en revanche, ce qui m'agace un peu, ce que je trouve assez étonnant, enfin non pas étonnant, en tout cas c'est une stratégie politique aussi, c'est ce virage à droite, toujours pareil, et en focalisant sur les chômeurs, c'est-à-dire en annonçant une mesure sur les chômeurs qui disent, les chômeurs qui seraient des grands feignants à pas trouver du travail, c'est un peu schématisé, mais c'est un peu ça que ça veut dire, alors qu'en plus des sanctions contre les chômeurs, il en existe déjà, je rappelle, ça a été voté en 2019, et aujourd'hui les chômeurs qui ne respectent pas leurs engagements se voient suspendre leurs allocations, non pas pour 15 jours mais pour un mois, donc tout existe déjà dans les faits. Et puis ensuite, de laisser penser que le chômeur en fait est responsable de sa propre situation, de ne pas trouver d'emploi, je trouve que c'est un peu court. Il y a de multiples facteurs, je suis désolé, quand vous avez plus de 50 ans, vous cherchez un emploi, les recruteurs sont derrière. Il ne suffit pas de traverser la rue. Exactement. Donc c'est un peu court comme situation, j'aurais préféré qu'il axe ça sur la formation en disant qu'effectivement, ou alors peut-être de favoriser l'intégration des chômeurs de longue durée, des chômeurs de plus de 50 ans. Si en plus on allonge la durée de l'âge de départ à la retraite, il va falloir effectivement que les gens de plus de 50 ans puissent continuer à travailler jusqu'à cet âge-là. Non, mais les contrôles vont s'intensifier, c'est-dire que encore faut-il qu'il y ait des agents à Pôle emploi. C'est ça. Moi, je connais des gens qui sont au chômage qui n'ont jamais été contrôlés. Enfin, il n'y a jamais eu de rendez-vous. Enfin, très peu. C'est pas. Je jette pas du tout l'opprobre sur les employés de Pôle emploi. C'est que il y a un moment, c'est pas possible compte tenu des effectifs et de la tâche qui leur est demandée. Ce contrôle, il est très compliqué. C'est-à-dire qu'est-ce qu'une offre ? Les agents de Pôle emploi sont déjà très inquiets de la nouvelle réforme qui a été mise en place là pour les contrats courts, c'est-à-dire la recharge. Ils sont très inquiets parce que ils savent de toute façon qu'ils vont avoir l'effet dévastateur de la baisse des allocations avec des gens qui vont venir et ils sont formés à cette situation de crise. Mais eux-mêmes le disent depuis très longtemps. Nous ne sommes pas assez nombreux pour assurer les recherches d'emploi et l'accompagnement, parce qu'il y a aussi 400 000 contrôles en 2019. Dans les 6 prochains mois, ils vont faire 250 000 contrôles en plus. Mais ce que vous évoquiez, Christine, sur l'état d'esprit, c'est-à-dire que il semblerait que la solution de la chasse aux mauvais chômeurs, soit aux faux chômeurs ou aux mauvais chômeurs, soit l'alpha et l'oméga de la transformation de la société. Kevin Bossuet. Oui, je suis d'accord avec ça. Alors, il ne s'agit pas de stigmatiser tous les chômeurs, parce qu'en effet, il y a des chômeurs qui cherchent activement un travail et qui malheureusement qui n'en trouvent pas parce qu'ils sont trop âgés, parce qu'ils vivent dans les milieux ruraux où c'est très compliqué de trouver un emploi. Il ne s'agit pas de faire cela, mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus mettre de côté qu'il y a un véritable assistanat dans ce pays et des gens qui abusent en effet du système social. Charles Prats l'a très bien démontré sur la fraude sociale. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Il y a des gens,
Non, mais il y a des gens qui ne se lèvent pas le matin, qui bénéficient en effet d'aides sociales qui ne sont que le fruit de nos impôts, et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Si vous voulez en effet que la société tienne le coup, que le pacte social tienne le coup, il faut que chacun fasse un effort. Moi, je suis fonctionnaire. Si jamais je ne vais pas en classe ou si jamais je ne fais pas mon travail, je trouve normal qu'on me coupe mon salaire. Mais quand un chômeur en effet ne recherche pas et se complaît en effet dans une forme d'assistanat, c'est une assurance chômage qui est ce n'est pas normal. Est-ce que ce c'est sont des droits qu'on a acquis? Mais ce n'est peut-être pas la majorité, mais c'est quelque chose qui est quand même significatif. Et puis il y a un aspect symbolique derrière cela. Enfin, on est taxé dans ce pays de manière grandiloquente, et à un moment, je n'ai pas envie de financer en effet des gens qui ne se lèvent pas le matin. Oui, mais il y a des gens, par exemple, on a évoqué, c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy, des offres d'emploi valables. Moi, je me souviens de journalistes au chômage à qui on a proposé d'aller ramasser des pommes. Donc, est-ce qu'on doit accepter tout type de travail et puis il y a un problème aussi il y a un problème de formation, et puis il y a un problème de salaire aussi. Je voudrais juste préciser deux choses. Je pense qu'effectivement, il faut éviter, là où je comprends l'argument de Christine, c'est qu'il faut éviter de donner le sentiment qu'on stigmatise une partie de la population contre une autre. Dans toute communauté humaine, il y a des dérives, et là comme d'autres. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui effectivement ne font pas les efforts nécessaires. Je suis complètement d'accord. Et effectivement, il faut savoir mettre un frein, parce que c'est aussi un signal à donner à notre société. Là encore, je reprends ma vieille rengaine. Un état de droit, un état organisé, c'est un état juste, et je suis pour l'état juste. Mais à côté de ça, et c'est pas mais, c'est et à côté de cela, il faut savoir que nous avons un vrai sujet en matière de chômage, c'est qu'il y a une distorsion entre l'offre et la demande. Vous avez aujourd'hui en France 600 000 emplois non pourvus, parce que nous n'avons pas les personnes qualifiées pour pouvoir les pourvoir. Nous avons effectivement, et je rejoins ce qui a été dit, de gens qui sont parfois dans les campagnes, et qui, s'il fallait qu'ils aillent travailler, il faudrait la voiture, des mesures de garde, etc. Donc on voit bien qu'il y a à la fois des problèmes de distorsion en termes de qualification, des problèmes de distorsion en matière de localisation géographique. Ça mérite une réflexion importante, et là où il peut y avoir un véritable accompagnement du personnel de Pôle emploi qui font un travail sérieux, c'est que désormais ce personnel soit véritablement formé pour pouvoir accompagner. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a un job de ramasseur de pommes et c'est mieux que rien du tout. C'est vrai que c'est mieux que rien, mais il faut pouvoir, et par exemple on va le voir avec les contrats d'engagement, encore faut-il faire en sorte que les jeunes à qui on va proposer une indemnité pour se remettre dans le mouvement, qu'on puisse leur apprendre le savoir-être, parce qu'ils sont en grande difficulté, qu'il va falloir identifier les bonnes formations, etc. Donc vous voyez, je pense qu'on a les uns et les autres. Mais après, quand on prend l'exemple des petits contrats, par exemple, des petits salaires, le nombre de fois où vous dites et vous discutez avec des gens qui vous disent, moi je ne prendrai pas cet emploi-là parce que à 1252 € net par mois, je perds toutes mes allocations, je perds les. Et c'est pas un mauvais. C'est un vrai problème, et on l'a toujours pas résolu, ça. Donc faire porter le poids sur ces gens-là en disant. C'est la question de la feuille de paye qui permettra de résoudre en partie ce problème. En l'occurrence, c'est ce que vous venez de souligner. Mais moi, si vous voulez, c'est vrai que je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la distorsion qu'il y a entre un certain nombre d'offres qui ne trouvent pas finalement, à être pourvues. Ça, c'est une réalité. On l'a vu dans beaucoup de secteurs, et parfois des secteurs où ça demande des niveaux de formation qui ne sont pas des niveaux de formation négligeables. En l'occurrence aussi. Par exemple, dans le domaine de l'informatique, on le sait très bien. La sidérurgie, la soudure. Mais il y a quand même une petite musique qui s'est instillée dans le mandat d'Emmanuel Macron, selon lequel, finalement, les gens sont responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire que le chômeur est responsable d'une certaine manière du fait de se retrouver au chômage. Quand il dit à un jeune, il y a 3 ans, il suffit de traverser la rue, alors que celui-ci a une formation d'horticulteur, il lui dit, vous traversez la rue et vous allez trouver un job dans un café et on vous prendra. Et il y a quand même une façon de concevoir la société qui me paraît assez hors sol de la part du président de la République. C'est-à-dire qu'en fait, la dimension macroéconomique ne suffit pas à expliquer la réalité de la situation. Et ça, c'est un vrai problème. Je suis d'accord avec ça. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est le
président du mépris social. En effet, quand il dit aux ouvrières que ce sont des illettrés, quand il dit que dans les gares, il y a ceux qui ont réussi, ceux qui ont raté. Oui, mais ce n'est pas possible. Enfin, à un moment donné, il doit rassembler tous les Français. Et la vérité, c'est que Macron est le candidat d'une caste, de tous ces bourgeois qui ont réussi, qui sont dans la mondialisation. Il a tendance, en effet, à vous caricaturez un peu. Oui, mais c'est quand même le sentiment d'une partie des Français, je pense qu'il faut le dire. En toute franchise. Ça ne veut pas dire, je suis d'accord que quand on est inspecteur des finances, c'est plus facile que lorsqu'on est, qu'on n'a pas de ménagère. Il a oublié les derniers de cordée. Mais on ne peut pas dire le président de la mondialisation, vous savez très bien qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Regardez son électorat qui vote pour lui. Mais on a pas mal de réactions sur ce sujet. C'est sur des gens qui nous racontent leur expérience, qui dit moi j'ai été toujours eu des emplois précaires et c'est vrai que c'est une réalité. Je rejoins ce qui a été dit sur le fait que là on parle globalement, mais la réalité individuelle des gens, c'est pas celle-là. C'est fini, sinon on va se faire exploser. Vous nous réinvitez le 14 juillet. On vous réinvite le 14 juillet. Voilà. Le 8 mai. Le 8 mai. Rendez-vous est pris. Bon hiver à vous. Allez, on se retrouve nous demain. On sera là. Merci Christine. Bonjour à Toulouse. Et Arthur Laborde est avec vous dans un instant pour une émission à midi sur Sud Radio. À tout de suite avec Arthur Laborde. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons